Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Servez-vous. Aujourd'hui, on inaugure un tout nouveau format, Parlons peu, parlons soin. Son objectif, réunir des experts pour échanger sur des enjeux clés du secteur des services à la personne et de la silver economy. Donc pour ce premier épisode, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de nombreuses familles, la transition du domicile vers l'EHPAD. Donc comment savoir quand c'est le bon moment, comment gérer l'impact émotionnel pour la personne âgée et ses proches, quelles sont les étapes clés pour que cette transition se passe au mieux. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux invités qui accompagnent les familles à leur manière sur ce sujet. Coralie, fondatrice de la Conciergerie des Étoiles, un service qui aide les familles à organiser et faciliter cette transition. Et Flavie, psychologue gérontologue, qui peut accompagner les personnes âgées et leurs proches dans cette période de vie souvent compliquée. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Donc on va débuter, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la transition du domicile vers un EHPAD, c'est une étape qui est importante, mais elle est souvent redoutée. Flavie, pour toi, à quel moment sait-on qu'il est temps d'envisager ce passage et quels signes doivent alerter? Alors, il y a différents signes qui peuvent montrer qu'il est temps, voilà, de penser à l'EHPAD, voire même plus que d'y penser, du coup, de passer à l'action, on va dire. Donc, déjà, d'un point de vue physique, il y a différents signes, à savoir une perte d'autonomie qui fait que la personne va peut-être avoir des chutes et va être peut-être en difficulté dans son logement. Donc, il va falloir peut-être des aménagements, par exemple avoir une douche au lieu d'une baignoire ou remplacer l'escalier quand c'est possible. Sauf que justement, des fois, c'est pas toujours possible en fait de faire ces aménagements du logement. Donc du coup, c'est là qu'il va falloir penser à autre chose que le domicile. Et donc, notamment l'EHPAD. D'un point de vue psychologique, entre guillemets, il va y avoir tout d'abord l'aspect cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est la mémoire, la concentration, la logique, etc. Donc là, ça va être encore une fois, voilà, des choses qui vont rendre le maintien à un domicile compliqué, puisque la personne va peut-être sauter des repas parce qu'elle va penser qu'elle a déjà mangé, ou elle va oublier l'heure qu'il est, ou ne plus savoir comment utiliser sa gazinière, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi l'isolement social. Il y a des personnes maintenant qui rentrent en EHPAD parce que voilà, la maison, elles se sentent seules. Et puis il y a aussi le fait que une personne, quand elle est à domicile et qu'elle vieillit, souvent il y a des aidants, soit familiaux, professionnels, voire les deux, qui sont autour d'elle. Sauf que dans certains cas, il n'y a pas assez en fait de dispositifs professionnels mis en place. On arrive au bout de ce qu'ils peuvent proposer. Et puis l'aidant familial, il va aussi à bout de ce qu'il peut proposer. Ça va avoir des répercussions sur sa santé, sur sa santé aussi bien physique que psychologique. Donc c'est un ensemble de signes qui peuvent être soit tous regroupés, soit de façon individuelle et amener du coup à la réflexion vers l'EHPAD. Ça marche. Et justement, t'en parlais un petit peu en psychologique, ça doit être forcément c'est une rupture qui est un peu compliquée. Est-ce que pour toi, tu peux constater qu'il y a des principaux freins psychologiques qui rendent justement cette transition vers les pas difficiles, que ce soit pour la personne âgée que pour ses proches? Oui, tout à fait. Il y a encore une fois différents points, mais on va commencer avec un point qui est plutôt sociétal, qui fait que dans notre société, voilà, l'EHPAD, c'est un petit peu perçu comme quelque chose de négatif. J'entends encore le mot mouroir ou prison. Mm. Donc voilà, une vision très négative de l'EHPAD. Donc forcément, quand on vieillit, on n'a pas envie d'aller à l'EHPAD, on n'a pas envie d'y passer, ce qui fait que on va pas anticiper cette étape-là de notre vie. Donc on se retrouve en fait avec des rentrées en EHPAD qui vont être souvent faites dans l'urgence, après une énième chute ou alors au décès de l'aidant, du conjoint. Euh, voilà. Et donc l'entrée en EHPAD, c'est sûr que c'est un bouleversement psychique et aussi au niveau du quotidien, etc. La personne est confrontée à différents deuils, le deuil de sa maison, le deuil de son autonomie, le deuil de éventuellement ses animaux, le deuil voilà de tout ce qu'elle faisait et même des fois de qui elle était avant. Et il y a aussi cette difficulté avec l'EHPAD où en fait les personnes elles ont conscience pardon que c'est leur dernière maison. Donc du Mm. coup ça va accentuer encore plus le bouleversement psychologique et c'est un des freins voilà qui font que c'est compliqué pour les personnes vieillissantes d'entrer en EHPAD et spécifiquement pour les proches pour répondre à la deuxième partie de la question, il y a la culpabilité qui est beaucoup présente. La culpabilité, c'est-à-dire le sentiment de ne pas pouvoir faire plus, le sentiment parfois d'abandonner l'aider,
peut-être aussi des fois une promesse, non, non, je te promets, tu n'iras jamais en EHPAD, qui ne peut plus être tenue. Et donc, tout ça, ça rend les choses compliquées. Et puis, il y a aussi le fait que des fois, l'aidant se retrouve face à un aidé qui ne veut pas aller en EHPAD. Donc, du coup, c'est compliqué pour lui de devoir aller contre le souhait de l'aider. Dans la mesure du possible, les EHPAD recherchent le consentement de l'aidé. Donc parfois, voilà, elles se retrouvent face à des structures qui leur disent désolé, là on peut pas prendre votre proche dans l'institution, revenez plus tard. Bah oui, mais pendant ce temps-là, du coup, comment on fait? Euh, voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Oui, c'était très complet. Ben justement, tu le mentionnes, hein, c'est quand même un passage, on va dire, qui est vécu comme une rupture qui est brutale. Et comment justement on peut faire en sorte que ce soit mieux accepté, que ce soit pour la personne âgée ou les proches? Eh bien, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir préparer ce passage, c'est-à-dire pouvoir en parler en amont, pouvoir visiter des EHPAD, pour pouvoir choisir lequel on veut, lequel est le plus adapté à nos envies, à nos besoins. Une personne qui a toujours vécu à la campagne, par exemple, est-ce que se retrouver à l'EHPAD dans une grande ville, coincée entre quatre murs, ça va lui correspondre, etc. Je suis pas sûre. Sauf que des fois, dans l'urgence, voilà, ça va être le seul EHPAD qui sera disponible, ou alors la famille va vouloir mettre son proche dans l'EHPAD à côté de chez eux, sauf que c'est pas forcément en adéquation avec ce que la personne, elle aurait souhaité. Donc, pouvoir préparer le passage, pouvoir amener la discussion pour les familles, pour les proches qui nous écoutent, discuter avec votre proche avant qu'il ne soit trop tard de justement comment est-ce qu'il voit sa fin de vie, et puis l'impliquer dans les démarches, l'impliquer dans les recherches d'établissement, l'impliquer aussi dans l'étape avant l'institution. On va en parler plus tard, mais c'est pouvoir préparer un petit peu le processus, pouvoir trier ses affaires. Par exemple, en EHPAD, je vais prendre des photos, oui, mais lesquelles? Donc pouvoir prendre ce temps de préparation. Euh, Toujours dans cette idée de préparation, ce qui serait bien et qui commence à être fait dans quelques structures, c'est une entrée progressive. C'est venir d'abord quelques heures ou une demi-journée pour voir comment ça se passe, pouvoir s'imprégner des lieux, s'imprégner de l'organisation. Et petit à petit, en fait, ça permet une entrée en EHPAD, mais qui se fait en douceur et qui réduit un petit peu le bouleversement psychologique dont on a parlé tout à l'heure. Il y a certains EHPAD aussi qui, en lien avec des plateformes de répit, proposent un accueil de la personne aidée pendant quelques heures sur des temps d'activité. Donc c'est une autre façon aussi de créer le lien entre le domicile et l'EHPAD et de se familiariser avec les lieux, tout en sachant que à la fin de la journée, on va rentrer à la maison et donc ça permet de faciliter les choses. Et puis, un dernier point qui permettrait peut-être de faire en sorte que cette étape soit mieux vécue, ce serait de rencontrer un psychologue, de pouvoir voilà, parler de ses appréhensions, de ses émotions, de ses questionnements, etc. Moi, en tant que psychologue gérontologue installé en libéral, c'est quelque chose que je peux accompagner. Ça marche, ok. Bon, en tout cas, c'est très complet comme réponse. Merci beaucoup. Du coup, j'avais une autre question à poser, mais du coup, on parle beaucoup effectivement de la douleur psychologique que ça peut avoir sur la personne âgée, mais je vais faire un petit focus quand même sur les aidants familiaux parce que bah, ils sont aussi dans ce parcours et dans ces transitions pour accompagner leurs proches qui ils peuvent être souvent démunis face à des émotions contradictoires qu'ils ressentent. Faire entrer forcément un proche en EHPAD, bah, ça peut être forcément une nécessité, mais c'est une épreuve qui est aussi émotionnelle. Donc, comment eux, en tant qu'aidants, ils peuvent mieux gérer cette situation pour toi? Alors, quelque chose qu'ils peuvent faire, mais qui n'est pas spécifique aux aidants, c'est tout simplement d'accepter ses émotions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, elles sont toutes légitimes, elles veulent toutes dire quelque chose. Donc, il faut en prendre conscience, il faut éviter de vouloir les refouler parce que de toute façon, elles sont là. Donc, autant en prendre conscience, autant les extérioriser, c'est-à-dire ne pas les garder pour soi, mais les évacuer en mettant des mots déjà dessus, mais aussi en faisant voilà, une activité qui va permettre d'extérioriser. Donc ça peut être selon les intérêts, ça peut être du sport, ça peut être du jardinage, ça peut être une activité créative. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc en parler, mettre des mots, ça peut être assez proche, ça peut être rejoindre un groupe de parole pour les aidants, ça peut être encore une fois consulter un psychologue, peu importe, mais le but c'est de pouvoir mettre des mots sur le vécu émotionnel intérieur.
Et de réussir aussi à prendre du temps pour soi. En tant qu'aidant, c'est compliqué parce qu'il y a cette culpabilité justement, mais c'est quand même primordial pour justement réussir à mettre un peu de distance avec les émotions et ne pas les laisser nous envahir et prendre le contrôle. Complètement. Merci pour ces conseils en tout cas. Je vais revenir plus sur le coup sur la préparation, la logistique et l'organisation, notamment pour l'entrée en EHPAD. Donc je vais me tourner vers toi, Coralie, en tant que gestionnaire de départ. Pour toi, une fois que la décision elle est prise, quelles sont les étapes un peu essentielles pour préparer la transition et éviter justement une rupture trop brutale? Du coup, je vais revenir sur ce que Flavie a dit et du coup, je l'appuie entièrement. Déjà, ça va être une visite de l'institution, voire même un déjeuner qui permet à la personne de prendre la température, de voir comment elle se sent, est-ce que la structure lui convient. Alors après, ça peut être aussi, le départ en EHPAD, ça doit être pris comme un véritable projet de vie, même dans la précipitation. Il faut que ce soit pris, je dirais, à 360 degrés. On ne met pas la personne en EHPAD comme ça, sans savoir que derrière, ça aura forcément des impacts sur l'organisation, sur les émotions, sur la charge mentale. Voilà. Donc, nous, quand on accompagne les familles dans cette transition de vie, en fait, on va distribuer un genre de rétro-planning qu'on va distribuer à l'aidant familial ou éventuellement aux seniors. Et eux, ils vont pouvoir le consulter et ça leur permet de voir en fait l'ensemble des démarches et des actions qui vont être réalisées pour eux. Ça permet finalement de rassurer et de donner un cadre. Et autre chose, c'est aussi d'annoncer une date officielle. À partir du moment où la personne, elle connaît sa date d'entrée, il y a un petit temps d'acceptation, mais quand on retourne la voir la fois d'après, voilà, la date est intégrée et puis elle va pouvoir commencer à se projeter sur cette nouvelle vie. Voilà. Enfin, pour revenir sur la préparation à 360 degrés, moi je dirais que c'est d'avoir une vue d'ensemble sur sa vie et donc à savoir sa vie matérielle, sa maison, ses meubles, sa voiture, son animal par exemple, ses vêtements, ses photos et donc ses repères actuels et donc se poser les questions de qu'est-ce qu'on envisage pour la suite. Ok, bon top pour les bons conseils, les bonnes démarches. Mais justement, je voulais aussi te poser ces questions. Est-ce que tu as déjà constaté qu'il y avait des erreurs qui sont souvent commises par les familles et justement, si oui, comment les éviter? La première, c'est quand il n'y a pas de préparation. Autant l'aîné que l'aidant va subir cette période. Et en fait, j'ai vu des aidants, si on peut appeler ça aidants, où justement c'était des aidants lointains ou éloignés, qui ont juste déposé la personne à l'EHPAD. Et du coup, derrière, il y a eu une frustration de la part de la personne âgée, quoi. Donc, ça doit être un vrai accompagnement. Et puis dans le même type, c'est une installation rapide et sans repère. On lui crée pas son nouveau monde. Ça peut être avec une petite commode, un petit plaid, enfin quelque chose qui le rassure en fait. Voilà. Donc le fait finalement de le poser dans une chambre comme ça, c'est comme si nous demain on nous disait il faut déménager et puis on se réinstalle dans un nouveau domicile sans rien, où on vit dans une chambre d'hôtel à l'année sans personnalisation. Au bout d'un moment on n'a plus de repères. Et donc le dernier point, je dirais que c'est la perte de lien rapide où il n'y a plus du tout de visite après l'installation. Et donc il faut assurer un suivi entre le monde extérieur et la structure. Oui, bien sûr, complètement. Et justement, est-ce que tu peux nous faire un peu la to-do list, les démarches incontournables pour préparer ce passage? Donc en 4 points. Donc la première chose, c'est la préparation du projet. On ne rentre pas comme ça dans un EHPAD, donc il faut faire une demande d'entrée unique qui aujourd'hui peut se faire de manière dématérialisée via trajectoire. Il y a un gros travail de récupération des pièces avant de démarrer la saisie du dossier. Il faut aller consulter un médecin. Voilà, c'est quelque chose de conséquent.
Ensuite, il y a des aides financières à solliciter, auxquelles la personne va pouvoir prétendre. Donc, ça peut être l'APA ou la PCH si la personne ne l'a pas encore. Ça peut être aussi des APL parce que elle va peut-être payer plus que son loyer actuel, par exemple. Et puis d'éventuelles aides au déménagement. Aujourd'hui, les mutuelles, elles commencent à prendre en charge une certaine partie, certaines aides financières pour pouvoir déménager. Ensuite, ce qu'il faut, c'est aussi lister tous les abonnements à transférer, à clôturer, et puis commencer à se poser des questions sur la vie matérielle de la personne et ses volontés. Par exemple, si la personne est propriétaire, c'est se poser la question qu'est-ce qu'on doit vendre, qu'est-ce qu'on fait du domicile, est-ce qu'on doit le mettre à louer, est-ce qu'il faut le mettre en viager, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent s'étudier. Ok, top. On va en prendre note, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent et si vous vivez justement cette transition. On a beaucoup parlé aussi du côté psychologique, forcément, en première partie de cette table ronde, mais comme tu le mentionnes très bien, il y a aussi tout l'aspect de la vie matérielle et justement du côté des objets personnels. Qu'est-ce qui est important à prévoir pour que la personne âgée elle se sente bien en EHPAD? Alors du coup, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit un petit peu avant. Des photos, c'est essentiel pour créer des repères. Moi, je dirais un petit objet fétiche du type un petit plaid ou une petite couverture, une petite tasse, quelque chose comme ça. Et puis, en fonction de la taille de la chambre et de ce qui est autorisé dans la structure, ça peut être un fauteuil, une petite commode, voilà. Mais c'est des choses où il faut prendre les mesures, forcément, avant de pouvoir installer ça dans la chambre. Voilà. Top. Bon, parfait. On va parler aussi maintenant un peu de l'adaptation après l'entrée en EHPAD. On a beaucoup parlé d'organisation, logistique, anticipation, effectivement des besoins. Les premiers jours en établissement, ils sont forcément, je pense, compliqués. Comment aider justement la personne à bien s'intégrer? Comment éviter l'isolement et aussi la sensation d'abandon après l'entrée en EHPAD? Donc ça, c'est une question que je souhaitais vous poser toutes les deux. Flavie, tu peux commencer. Alors, je dirais qu'il faut que la personne elle puisse avoir un professionnel ressource, un professionnel ou pas d'ailleurs. Ça peut être donc un soignant qui l'a accueilli, ça peut être l'animatrice, un autre résident, ou pourquoi pas même la psychologue de l'établissement. En tant que professionnel, quelle que soit notre profession dans l'EHPAD, il est impératif de prendre le temps de connaître la personne, de connaître ses habitudes, à quelle heure elle se coucher, est-ce que le matin elle prend du thé, un petit lait chaud, etc. pour qu'elle puisse en fait se sentir considérée. On prend le temps de la connaître et on respecte ce qu'elle aime. Les professionnels peuvent être des leviers pour éviter l'isolement, éviter le sentiment d'abandon, en facilitant l'intégration sociale, inciter la personne à participer aux animations ou à rejoindre un petit groupe de belote s'il y en a un. Faire attention aussi à l'emplacement à table. Si c'est une personne qui aime discuter, on va la mettre avec des personnes qui aiment discuter aussi. À l'inverse, si c'est une personne plutôt réservée, qui est pas trop à l'aise en société, entre guillemets, on va peut-être du coup la mettre avec des personnes qui lui ressemblent. Mais comme évoqué plus tôt, l'entrée en EHPAD, ça fait traumatisme, ça peut être très violent selon comment l'entrée est préparée. Donc il faut surtout laisser du temps à la personne, lui laisser le temps de s'adapter, de s'intégrer à l'établissement, de connaître les professionnels, de connaître les autres résidents et du coup trouver l'équilibre, le juste milieu entre ne pas la forcer, mais ne pas non plus la laisser de côté. On a parfois des résidents qui vont refuser 2-3 fois d'aller en animation, mais pour autant, il faut toujours leur proposer. Il faut pas se dire, OK, elle a refusé 3 fois, j'arrête de lui proposer. Non, il faut continuer. Souvent, dans les semaines ou dans les mois après l'admission en EHPAD, le ou la psychologue va venir justement se présenter, évaluer comment se passe l'adaptation, évaluer l'humeur et essayer de trouver des choses pour que ça se passe mieux pour la personne si jamais elle est en difficulté. Et comme je disais tout à l'heure, il faut garder les habitudes de vie de la personne. Donc je parlais du petit déjeuner par exemple, mais c'est aussi les visites. Il faut que les proches qui avaient l'habitude de rendre visite continuent de le faire. Mais c'est pas toujours le cas.
Ok, merci. Et pour toi, Coralie, du coup, si tu as une petite réflexion à nous faire sur le sujet. Moi, je vais rebondir sur les mots de Flavie. Déjà, dans les personnes qui m'est arrivé d'installer en EHPAD, moi, à chaque fois, le psychologue est venu me voir et m'a dit il faut compter au minimum 3 semaines pour que la personne, elle s'intègre. L'objectif, c'est quand même que les proches continuent les visites ou même pour les familles éloignées, une petite visio, quoi. Enfin, aujourd'hui, on commence quand même à évoluer là-dessus, donc ça peut être intéressant de s'intéresser aux nouvelles technologies. Et après, il y a certains services de maintien à domicile qui prolongent même leur service d'accompagnement à la promenade, par exemple, ou qui viennent faire des jeux avec la personne âgée. Donc ça peut être des prestations qui peuvent être intéressantes à continuer de solliciter, même si c'est 1 heure ou 2 heures par semaine. Ça continue à lui faire un petit lien avec l'extérieur, le temps elle apprivoise son nouvel environnement. Et puis, donc chez nous, c'est vrai qu'à la Conciergerie des Étoiles, on le propose aussi, on me le préconise d'avoir un suivi post-installation durant 3 mois, et ça permet de maintenir ce lien. Et puis la personne, elle sait encore ce qui se passe à l'extérieur, parce que souvent dans ces moments-là, la maison n'est pas encore vendue ou l'appartement n'est pas rendu. Donc elle veut savoir ce qui se passe dehors, et c'est important de pouvoir faire le lien entre ces deux mondes. Complètement. Oui, donc c'est ça, hein, c'est vraiment c'est important d'accompagner effectivement avant l'entrée en EHPAD, mais aussi après, hein, du coup, forcément. Très important. Ok, super, merci en tout cas pour tes réponses. Dans les dernières questions que je voulais vous poser, un petit peu une réflexion plus large sur la prise en charge du vieillissement, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que pour vous, toutes les deux, la société est suffisamment préparée à accompagner cette transition? Et sinon, quelles améliorations faudrait-il apporter? Je vais commencer par toi, Flavie. Alors la réponse, c'est non. Comme je disais un peu en préambule de cette vidéo et de ce podcast, la société est un peu arriérée. On a encore des idées préconçues et négatives sur ce qui est le vieillissement, ce qui est l'EHPAD, etc. Donc il faut changer les représentations. Ça commence, les EHPAD notamment commencent à s'ouvrir sur l'extérieur, mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Il y a des EHPAD qui sont actifs sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais c'est une minorité. Donc ça, c'est des choses qui devraient, je pense, se généraliser, et ça aidera, je pense, les représentations collectives justement pour évoluer positivement. Top. Et pour toi, Coralie? Je suis d'accord, c'est non. En fait, si on se place du point de vue de l'aidant, aujourd'hui, il ne sait pas ce qui l'attend. C'est un véritable parcours avec des situations complexes, attenantes à sa vie, en fait. La conciliation de sa vie privée et professionnelle va être compliquée. Il peut être dans une structure familiale complexe, donc ça peut être un remariage, il y a eu un divorce, etc. Et du coup, qui doit prendre en charge cette période? C'est un peu flou. Et puis, la personne ne reçoit pas, l'aidant ne va pas toujours recevoir les bonnes informations, et ne sait pas toujours auprès de qui s'orienter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des services comme le mien existent, justement, c'est pour accompagner au mieux cette phase. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que les EHPAD s'ouvrent sur le sujet, mais pas que. Pour moi, c'est aussi tout l'écosystème qu'il y a autour. Oui, complètement. Avant de terminer, du coup, parce qu'on est à la fin des questions, avant de terminer cette table ronde, si vous aviez un seul conseil à donner aux familles qui s'apprêtent à vivre cette transition, quel serait-il, Flavie? Eh bien, je vais me répéter une fois de plus, mais c'est d'inclure son proche dans le processus, dans la préparation avant l'établissement, et de le faire, si possible, de façon anticipée. Top. Et pour toi, Coralie? Et moi, je dirais que c'est se préparer, c'est solliciter de l'aide et se préserver. Ok, très bien. De très belles phrases pour cette fin de table ronde. Je vous remercie en tout cas à toutes les deux pour ces précieux conseils et aussi d'avoir participé. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si les auditeurs veulent en savoir un peu plus sur vous? Alors, moi, je suis sur Doctolib, si jamais il y a des personnes de la Mayenne ou de l'Orne, donc Flavie Rebelle. Je suis sur les réseaux sociaux où j'essaie de faire de la prévention sur différents thèmes psychologiques, et notamment le vieillissement.
Donc, je suis sur Instagram, TikTok, Facebook aussi. Mon but, c'est pas forcément de m'adresser aux personnes vieillissantes, parce que je sais qu'elles vont pas être sur Instagram ou TikTok, mais justement de m'adresser à des plus jeunes pour qu'ils puissent changer leur regard sur leurs aînés, peut-être aussi contribuer en fait à mon échelle et à l'échelle des personnes qui me suivent au changement des représentations collectives dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Top. Et moi, on me retrouve aussi sur les réseaux sociaux, donc la Conciergerie des Étoiles, donc LinkedIn, Facebook, Instagram. Et pour faire appel à nos services, rendez-vous sur notre site internet, donc www.laconciergeriedesétoiles.com. Et aujourd'hui, moi, je ne suis plus seule. J'ai Eric, Amélie et Pauline qui m'ont rejoint sur différents territoires français. À savoir Tours, le sud de Paris et la Dordogne, avec d'autres ouvertures prévues dans l'année, donc pour vous répondre aux besoins croissants liés au vieillissement de la population. Merci encore à toutes les deux. De toute façon, tous les liens seront en description de l'épisode. Vous pourrez les retrouver sur leurs différents réseaux sociaux, les sites internet. Voilà, je vous mets tous les contacts en description de cet épisode, et vous nous retrouvez également donc soit sur YouTube, mais également ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons soin, il sera également disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas également à vous abonner au compte Servez-vous. Voilà, il y a la newsletter qui vous a envoyé toutes les 2 semaines avec un nouvel épisode, donc merci à vous d'avoir écouté et à bientôt.